À l'origine, on appelait ça de façon holistique, de voir l'individu. C'est dans son entièreté, en fait. On va voir l'individu avec son système nerveux et tous les autres systèmes. C'est vrai que la médecine occidentale scinde le corps en différents systèmes. Et là, non. Là, on le voit dans son entièreté. Et donc, on va soutenir l'ensemble de l'être humain. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé intégrative. Ce matin avec mon invité, le docteur Pascal Gély-Simbert, qui est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour Philippe. Vous arrivez de Nice ? J'arrive de Nice. Vous enseignez à l'école. Alors vous avez quand même une vie, vous partagez. Vous êtes spécialiste en pharmacie, docteur en pharmacie spécialisé en phytothérapie, en aromathérapie. Vous enseignez à l'école lyonnaise des plantes médicinales et au diplôme universitaire de phytothérapie, aromathérapie à la faculté de médecine de Nice. Donc c'est pour ça que vous arrivez de Nice. C'est pour ça. Le DU, c'est vous qui l'avez créé, qui le dirigez ? Oui, c'est moi qui l'ai créé. Et bon, je le dirige avec un professeur de médecine de la faculté de médecine de Nice, effectivement. D'accord. Ça arrive en quelle année dans les études de médecine à peu près ? Alors les DU, en fait, c'est des spécialisations et ça s'adresse aux professionnels de santé en priorité, mais il faut être médecin ou infirmier. On a même eu des vétérinaires, des sages-femmes, des professionnels de santé. Et ça a de plus en plus de succès, il faut le dire. J'espère. Parce qu'il y a de plus en plus de demandes et notamment de demandes de patients. Alors c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que les professionnels se forment. Voilà, c'est parce que les patients demandent des informations sur les plantes et les huiles essentielles. Et alors, quand un médecin n'est pas formé, il est dépourvu et donc petit à petit, il se forme. Et l'année dernière, j'ai eu beaucoup de jeunes femmes médecins et qui vraiment sont tout à fait ravies maintenant d'utiliser les plantes et les huiles essentielles quotidiennement. Vous publiez le livre de la médecine intégrative par les plantes, 6 piliers d'une bonne santé et 120 protocoles de soins aux éditions Jouvence. Votre livre présente et développe les 6 piliers du terrain qu'on définira tout à l'heure, sur lesquels on doit s'appuyer et agir en médecine naturelle afin de permettre à notre organisme de retrouver son équilibre dynamique. Quelques messages de précaution avant de démarrer cette émission, notamment sur les huiles essentielles. Elles sont utilisées à bon escient et avec parcimonie. Oui, alors une huile essentielle, il faut dire que c'est quand même un extrait végétal de plantes aromatiques très concentrées. Et pour bien les utiliser, il faut bien les connaître parce qu'il y a des effets secondaires quand même. Donc, mais c'est comme tout produit de santé. Alors là, c'est vrai qu'avec les plantes et les huiles essentielles, on en a certaines qui n'ont pas d'effets secondaires, mais d'autres qui peuvent être toxiques, notamment pour le foie, le système nerveux. Donc, il faut les connaître. Et une huile essentielle ne s'utilise pas, et ça, je le répète tout le temps, tous les jours. On n'utilise jamais une huile essentielle tous les jours. Voilà, c'est à utiliser. Par cure. Voilà, par cure, pendant un petit moment. Alors, à la fois pour son organisme, parce que, comme je l'ai dit, elles sont très puissantes, et pour la nature, parce qu'elles utilisent énormément de végétaux. Et à cause de l'aromathérapie, on a vu certaines espèces végétales en voie de disparition. Et puis on l'a vu, on parlait tout à l'heure hors antenne du romarin, par exemple. Maintenant, Tintin pour en trouver. Oui, le romarin est en danger, alors ça paraît incroyable. Le bois de rose, vraiment, a été à la limite de l'extinction. Là, moi aussi, des huiles essentielles, des plantes que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est gomme résine, avec l'encens, la myrrhe, sont en grand danger, donc vraiment les utiliser avec beaucoup de parcimonie. Voilà, il faut vraiment avoir aussi cette notion de la nature qui est derrière. Et aussi la notion de la puissance de leur action et de leur principe actif. Donc ça ne sert à rien de multiplier les doses. Oui, c'est ça, c'est que comme elles sont très puissantes, on va utiliser des concentrations et petit à petit, on tend justement à diminuer ces concentrations parce qu'on se rend compte qu'à concentration très faible, elles sont très actives. Avant de prendre un traitement naturel, il est important d'en parler avant à votre médecin. Oui, alors c'est vrai qu'il est important, ça dépend. Bon, quand il faut un diagnostic médical, ça c'est sûr. Après, pour une maladie bénigne, on peut s'utiliser, on peut choisir la façon dont on se soigne. On est encore libre
de ça. Mais par contre, si c'est une maladie un peu plus importante, il faut en parler à son médecin pour voir s'il y a une compatibilité entre les produits naturels qu'on va choisir et les médicaments. Voilà, donc attention aux interactions médicamenteuses. Et ne jamais substituer un traitement médicamenteux par un traitement naturel sans avis médical, là aussi. Là aussi, oui, parce que... Il y a des bêtises qui se font quand même. Oui, il y a des bêtises. Ouais. Moi, je pense, c'est très bien de vouloir arrêter, par exemple, des fois des antidépresseurs, je pense aux IPP, mais il faut vraiment travailler... de la pompe à protons. Voilà, il faut vraiment travailler avec le médecin pour que ça se fasse le mieux possible et que le patient n'en souffre pas. On parlait tout là aussi hors antenne, on va pas tout dévoiler, d'aujourd'hui des antibiotiques et de l'antibiorésistance aujourd'hui. Donc quel regard est-ce que vous portez sur l'antibiorésistance ? Alors je pense que c'est quelque chose dont il faut vraiment s'occuper parce qu'on dit qu'elle est de plus en plus importante. Et on sait que les antibiotiques préviennent, on les donne des fois en prévention avant une intervention chirurgicale. Voilà, on sait que c'est des médicaments très très importants. Toutefois, on sait qu'il y a des bactéries qui sont devenues résistantes à certains antibiotiques. Et là, vraiment un message important, c'est que il y a des huiles essentielles qui se comportent vraiment comme des antibiotiques. Donc déjà, on peut en première intention essayer de les donner. Je parle notamment à tous les médecins, infectiologues et autres. Et puis, il y a quelques années, il y a un professeur marocain qui avait travaillé sur une association antibiotiques et huiles essentielles, et je crois que ça a été repris aussi, ces études, et qui montre que quand on associe un antibiotique à une huile essentielle, déjà on diminue la dose d'antibiotiques, et un antibiotique qui était inefficace par certaines bactéries résistantes devenait à nouveau efficace. Donc ça a deux intérêts, c'est qu'on diminue la dose et on rend efficace un antibiotique qui ne l'était plus. Oui, mais alors autant que le professionnel de santé que vous consultez soit formé aux deux. Alors, c'est ça. Il faut la double compétence, en fait. Mais c'est pour ça que je forme à la fac de médecine des professionnels de santé pour que petit à petit, ils s'emparent de ces données et les utilisent. Vous expliquez l'antibiorésistance par l'apparition de ce qu'on appelle des biofilms. Qu'est-ce que vous appelez des biofilms ? Alors, en fait, on se rend compte que les bactéries, elles forment ces fameux biofilms. Comme on pourrait dire une sorte de gelée, de film. On les voit dans les canalisations, des fois, quand on ouvre et que les canalisations sentent mauvais, on voit une espèce de gelée, c'est un biofilm. Et donc, on a remarqué, alors là aussi, il y a des études qui ont été réalisées, c'est des données récentes, on a vu que les antibiotiques avaient très peu d'impact sur ces fameux biofilms, alors que les huiles essentielles impacter, pénétrer dans ces biofilms et aller attaquer les bactéries qui s'étaient protégées. Donc là aussi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et j'encourage tous les professionnels de santé, les médecins, à voir ces études, à se former à l'aromathérapie et à utiliser les huiles essentielles antibactériennes. Et quelles sont les huiles essentielles donc antibiofilms ? Il y en a une tripotée. Alors une tripotée, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti ce mot. Alors, suranné. Ça vient de Nice. Oui, c'est ça, ouais. C'est du niçois. Donc ce sont pratiquement toutes les huiles essentielles qui vont être anti-infectieuses. On a les huiles essentielles à phénol, on a des huiles essentielles à monoterpénol, on a des huiles essentielles à oxyde. Voilà, tous ceux qui s'intéressent à l'aromathérapie comprendront ce que je veux dire. Voilà, mais il faut expliquer à tout le monde. Oui, le but, par exemple, c'est à phénol, c'est l'origan, par exemple, la sarriette, le thym, on a le giroflier. Ensuite, on a aussi la cannelle qui est, aldéhyde aromatique, un cinamaldéhyde qui est aussi antibiofilm. On a certaines huiles essentielles à monoterpénol, comme le titri. Voilà, on en a beaucoup. Et donc, et les essayer. Et dans certains hôpitaux, ils commencent déjà à les utiliser. Les chirurgiens notamment. Oui, justement, pour contrer l'antibiorésistance. Oui, l'antibiorésistance. Et surtout, ce biofilm, qui est très embêtant lorsqu'il se met en place. Et donc, notamment à Nantes,
un chirurgien là qui travaille, qui vient participer au DU, travaille avec des huiles essentielles pour éliminer ces biofilms. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la médecine intégrative et l'approche du soin intégratif ? Alors c'est en fait à l'origine on appelait ça de la façon holistique de voir l'individu, c'est dans son entièreté en fait, on va voir l'individu avec son système nerveux et tous les autres systèmes. Alors on le scinde plus, c'est vrai que la médecine occidentale scinde le corps en différents systèmes et là non, là on le voit dans son entièreté et donc on va soutenir l'ensemble de l'être humain. Alors, je vais vous demander de définir quelques concepts pour démarrer cette émission. Le concept One Health. Alors ça, c'est un concept qui date depuis 5000 ans, puisque les Chinois, la médecine traditionnelle chinoise l'avait déjà mis en place, c'est-à-dire que on fait du bien à la nature et elle nous fait du bien. C'est-à-dire qu'on préserve la nature comme on va préserver l'humain. Et ce One Health, il est maintenant à la mode aux États-Unis et je trouve que c'est très intéressant parce que on le voit, on voit de plus en plus apparaître ces maladies dites environnementales. C'est que notre environnement est malade et nous rend malades. Voilà, c'est vraiment ce lien qu'on a avec la nature. Et les Chinois allaient même plus loin et même on le retrouve dans toutes les populations autochtones. C'est-à-dire que avant de prélever une plante, on lui rendait hommage et presque on lui demandait si on avait le droit de la prélever. Voilà, c'était ce lien, ce respect, je pense, qu'on doit retrouver absolument. Et là, l'Occident est en train de s'approprier ce concept. J'espère. Lentement. Autre explication de mots. Quelle est l'explication scientifique de ce que vous appelez la notion de terrain ? Alors le terrain, moi c'est ce qui me passionne en phytothérapie, c'est en fait le système nerveux, le système hormonal et le système immunitaire qui travaillent de concert avec donc tout ce que l'environnement nous apporte, que ça soit bien ou mauvais, et donc pour nous assurer un équilibre dynamique au sein du corps et donc assurer un état de bonne santé. Voilà, c'est ça le terrain. Et est-ce qu'aujourd'hui on a une définition scientifique ? Ah oui, alors on l'appelle... Parce que votre livre, quand même, il faut dire, voilà, c'est quand même l'approche naturelle, confrontée aux dernières recherches scientifiques. C'est tout à fait ça. On appelle l'homéostasie. C'est l'homéostasie. Alors l'homéostasie, pour tout le monde. Voilà, c'est ce terrain, c'est-à-dire que c'est notre organisme qui doit s'adapter en permanence, c'est toujours cet équilibre dynamique et attaquer en permanence. Et donc, il y a énormément de systèmes de régulation dans notre organisme et sans arrêt, il fonctionne comme ça. En fait, le terrain, pour l'expliquer tout simplement, c'est-à-dire que on va avoir une épidémie de grippe. À côté de vous, il y a quelqu'un qui va être malade et vous l'êtes pas. Voilà, c'est que votre terrain est bon et a su donc se confronter au virus. Et on l'a vu avec la Covid. Oui, voilà, ça c'est... Des gens qui dormaient ensemble, côte à côte, il y en avait un qui avait le Covid et l'autre qui n'avait rien. Voilà, ça c'est le terrain, voilà, tout simplement, parce qu'il y en avait un qui avait un bon terrain. Et nous parlons de santé intégrative ce matin avec mon invité, le docteur Pascal Gélis-Simbert, docteur en pharmacie spécialisé en phytothérapie et aromathérapie, que vous enseignez à l'école lyonnaise des plantes médicinales et au diplôme universitaire de phytothérapie aromathérapie de la faculté de médecine de Nice. Et vous êtes là pour publier et nous parler de votre livre que vous avez eu le temps d'aller chercher pendant la page de publicité, qui s'appelle Médecine, le livre de la médecine intégrative par les plantes, 6 piliers d'une bonne santé et 120 protocoles de soins aux éditions Jouvence. Là, vous pouvez le montrer. Voilà. Quels sont les 6 piliers alors ? Alors les 6 piliers, ils sont presque évidents. Alors d'abord, il y a l'alimentation. Alors on parle de l'alimentation, mais maintenant j'ai ajouté aussi le système digestif avec ce microbiote, puisque là aussi, je l'ai dit précédemment, les huiles essentielles n'attaquent pas le microbiote et certaines, au contraire, le préservent et le rééquilibrent.
Le deuxième pilier, c'est le foie. En médecine naturelle, on parle souvent des émonctoires qu'il faut soutenir, et le foie est un émonctoire, fait partie des émonctoires, c'est-à-dire ces organes qui permettent d'éliminer. Et en plus, le foie, il exerce plus de 300 fonctions dans notre organisme, et on a la chance là aussi d'avoir des plantes pour le foie, donc c'est intéressant. On verra quelles sont ces plantes tout à l'heure, et ça tombe bien puisque nous allons arriver au mois du foie. Voilà, au mois du foie, qui est le mois de février. Le mois, en fait, c'est à partir du Nouvel An chinois, puisque le printemps, c'est le mois du bois, le mois du foie chez les Chinois, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut soutenir le foie. Le troisième pilier, alors ça, c'est justement, moi je me suis beaucoup intéressée à la médecine traditionnelle chinoise, qui m'a fait découvrir cette vision intégrative du corps, et je pense cette énergie vitale. Et je pense que si en France on autorisait vraiment et on travaillait de concert avec les médecins traditionnels chinois, on y gagnerait beaucoup, parce qu'ils ont, eux, cette vision énergétique qui nous manque. Nous, on a une vision moléculaire, c'est-à-dire que c'est une molécule qui va induire un effet thérapeutique, et eux, c'est cette énergie du corps qui doit circuler dans le corps librement, et quand elle est bloquée, ça entraîne une affection. Donc voilà, c'est vraiment cette vision-là. Le quatrième pilier, c'est le stress. Alors ça, le stress, on a beau bien manger, on a beau essayer de bien dormir, car en général c'est lié, on a beau faire de l'exercice physique, si on est stressé, c'est le tsunami. Voilà, ça entraîne tout et ça détériore beaucoup de choses. Si on souffre de stress chronique, Merci. parce que Oui, sinon le stress, on en a besoin. Oui, c'est la survie. Le stress aigu, c'est la survie, donc on en a besoin. Mais de nos jours, c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est qu'il y a quelques années, on était sur des maladies aiguës qu'on arrivait très très bien à gérer. Maintenant, comme quoi, par exemple ? Comme déjà toutes les infections, avec les antibiotiques, on soignait, on arrivait à gérer. Maintenant, on est dans la chronicité. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Et voilà, le stress, vous avez dit, devient chronique. Et là, à ce moment-là, c'est délicat. C'est-à-dire qu'il perturbe tout l'organisme, et notamment le système immunitaire, dont on a vraiment besoin. Le stress, ça vient du latin, j'ai appris dans votre livre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire essorer, serrer. Serré. Et oui, parce que justement, quand on est stressé, presque on pourrait dire qu'on ne vit plus, qu'on peut arriver jusqu'à ce fameux burn-out dont on parle, alors il est un petit peu mis à toutes les sauces. Alors ça existe le burn-out ou pas ? Ou c'est une dépression ? Non, le burn-out existe. Alors la médecine conventionnelle l'associe à une dépression parce que donne les mêmes médicaments que pour une dépression. Tandis qu'en santé naturelle, on a vraiment des produits, des plantes, des huiles essentielles spécifiques du stress. Voilà, ça c'est intéressant. Voilà, vous voyez donc cette différence de vision, d'approche, je trouve, parce que alors moi quand j'ai écrit ce livre, j'ai été très... Alors je le savais parce que je fais de la phyto et après de l'aroma depuis 30 ans maintenant. Et donc, je savais que les plantes étaient là et nous soutenaient l'organisme. Mais j'ai réalisé que même quand un médicament, qu'on n'a pas trouvé un médicament face à une affection, voilà, quand on parle du stress, on avait par contre des plantes. Et là, quand on parle aussi des biofilms, ou des antibiotiques, des bactéries, tout ça, quand on parle des biofilms, de préserver la flore, on a des médicaments qui la détériorent, tandis que les huiles essentielles, au contraire, rétablissent un équilibre au niveau de la flore intestinale. Alors, 5e pilier. Le 5e pilier, c'est le sommeil. Ça, je vais surprendre personne. Si on passe autant de temps à dormir, c'est que c'est important pour notre organisme. Déjà, il faut se dire ça. Notre organisme, il fait rien gratuitement. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que quand on entend dire c'est une superbe machine, c'est beaucoup plus qu'une machine. Et notre organisme, il est là vraiment pour nous soutenir, il fait partie à part entière de nous, forcément, et il est notre guide. Et c'est pour ça aussi qu'il faut apprendre justement à l'écouter et à le soutenir avec des produits naturels et pas aller contre lui parce que il est magnifique.
Et le sommeil, voilà, quand on ne dort pas assez, on a des problèmes, et notamment, en général, voilà, stress et sommeil sont liés forcément. Voilà. Et le dernier des piliers, c'est donc l'activité physique. Ça, il faut bouger. On est fait pour bouger. Je donne un exemple très parlant avec le foie. C'est marrant ça, parce que voilà, on gave les oies en fait avec du maïs, qui sont des sucres. Et donc on obtient des foie gras. Et on se rend compte que de nos jours, en fait, par exemple, même les jeunes enfants, hein, quand ils mangent beaucoup de sucre, ils mangent des bonbons, ils ont des foie gras comme les oies, parce que notre organisme est fait pour stocker ces sucres en gras pour avoir des réserves énergétiques. Et voilà, donc on est fait, avant, l'homme des cavernes bougeait un peu, ne serait-ce que pour se nourrir. Maintenant, on est devenu sédentaire, et donc tout notre organisme en pâtit. Alors, vous avez mené une étude au CHU de Nice de mai 2021 à juin 2024 sur le traitement des cystites récidivantes par la phytothérapie et l'aromathérapie. Que disent les résultats et pourquoi vous êtes si fière de votre étude ? Alors, je suis si fière de mon étude parce que voilà, quand le CHU, service d'infectiologie, m'a dit c'était qu'on voulait traiter les cystites récidivantes justement par un autre moyen que les antibiotiques. J'étais très fière déjà de la confiance qu'on m'accordait. Et en fait, j'ai mis en place, alors là j'ai été un petit peu têtue, c'est que le mélange de plantes pour tisane, voilà, je tiens beaucoup au mélange de plantes pour tisane, moi, parce que c'est l'essence de la phytothérapie, déjà parce que ça coûte pas très cher, et parce que justement on peut aller sur ce fameux terrain. Donc je tenais absolument à avoir un mélange de plantes pour tisane, et après on s'est servi d'une plante qui est spécifique des cystites, qui s'appelle la canneberge. Et donc, alors pour ce mélange... La canneberge, c'est la cranberry ou c'est ça, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et ce mélange de plantes pour tisane, je me suis vraiment battue contre un petit peu tout le monde pour le faire accepter. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre mélange de plantes Alors, c'est un mélange de plantes du terrain. C'est ça que je voulais vraiment mettre en relief, puisque c'est ma passion. Donc, il y a de l'échinacée, qui stimule le système immunitaire. Il y a de la busserole, qui est spécifique des cystites. Il y a de l'ortie, qui est à la fois reminéralisante, diurétique. Il y a de la mélisse, qui, elle, va vraiment apaiser la personne, parce qu'on se rend compte, en fait, que les patientes... En fait, c'est un peu un cercle vicieux. C'est qu'elles étaient stressées par leur cystite, parce que c'est quelque chose qui revient et c'est vraiment très stressant. Oui, c'est les cystites récidivantes. Qui reviennent sans arrêt et qui ont un impact énorme sur leur qualité de vie, notamment sur leur vie sexuelle. Et en fait, ce stress-là diminue leur système immunitaire. Donc, moi j'aime beaucoup la mélisse, il y avait cette grande plante du système immunitaire, du système nerveux, qui est rééquilibrante du système nerveux, et qu'on trouve partout en plus. Donc, il y a cette mélisse. Et après, donc, cette canneberge, alors, il y avait, en fait, pendant 15 jours, ils prenaient le mélange de plantes pour tisane, et après, pendant 15 jours, ils s'arrêtaient 15 jours, et pendant 15 jours, ils prenaient la canneberge. Donc, c'était vraiment ce cycle-là pendant 1 an. Et donc, on a vu des résultats, mais incroyables alors déjà, les femmes, on leur avait dit que dès qu'elles sentaient qu'elles allaient avoir des cystites, dès les premiers symptômes, elles devaient prendre des huiles essentielles. Elles avaient aussi un mélange d'huiles essentielles à portée de main, avec notamment de l'origan et de la cannelle, de l'amande poivrée et du citron pour protéger le foie. Et donc, les patientes, déjà, elles apprenaient à voir leur corps, ce que leur corps leur disait. Et en plus, grâce au mélange de plantes pour tisane, elles ont réappris à boire. Donc, il y a eu finalement une rééducation totale. Et à la fin du traitement, alors très rapidement finalement, le traitement durait 1 an, mais très rapidement, les patientes ont plus de cystite. Il y en a beaucoup, par exemple, qui nous ont dit « Ah ben, je suis plus du tout malade ». Il y en a d'autres qui nous ont dit « Je dormais pas, à nouveau je dors, ma vie a complètement changé ». Et maintenant, donc l'étude s'est arrêtée en juin dernier, on revoit les patientes 6 mois après l'arrêt de cette étude, et elles n'ont toujours pas de cystite.
Et donc voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc là, le protocole est validé. Donc vous allez donner votre numéro de téléphone à l'antenne pour toutes celles qui souffrent de cystite récidivante et qui ont tout essayé, qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. Oui, le protocole est bien décrit dans mon livre et j'espère que tout le monde s'en emparera et pour aller mieux. Mais là, je pense vraiment, c'est pour ça que j'insiste sur ce terrain, parce que je pense vraiment qu'il y a eu un rééquilibre du terrain, même au niveau du microbiote. On en parlait tout à l'heure. C'est qu'on sait que les antibiotiques le détruisent. Donc ces patientes, elles arrivaient certainement avec un microbiote détruit. Et on sait que les plantes, il y a beaucoup de plantes qui sont prébiotiques. Donc on a réenclenché cet équilibre et je trouve ça, moi je suis ravie. Voilà, je suis ravie. Ça fait école ou pas ? Non, mais à quoi ça sert ce genre d'études ? Parce que bon, là vous avez fait, c'est validé, ça fonctionne. Oui. Il faut maintenant combien de temps de recul pour qu'on puisse dire finalement... Alors là, on attend les dernières patientes à 16 mois. Voilà, on attend, il en reste 2 ou 3. Après, on publiera cette étude, donc en espérant que les professionnels de santé s'en emparent, notamment les médecins. Oui, c'est ça, c'est ça le but. Le but, il va plus loin. Le but, c'est aussi de dire, les plantes, peut-être en première intention, sont intéressantes, au lieu d'emblée de donner des médicaments forts, puissants, qui ont des effets secondaires non négligeables. Et ça, je pense que aussi, en tant que professionnel de santé, c'est notre devoir de se dire, un médicament, il a un effet principal, ok, mais il a des effets secondaires. Et si on peut nous proposer à des patients une plante ou une huile essentielle qui n'en a pas, c'est tout bénef, voilà. C'est ça que ça veut dire. C'est entre autres ce que ça veut dire. Oui, même s'il y a certaines plantes ou huiles essentielles qui peuvent être déconseillées chez certains profils de patients. Voilà, après, comme je dis toujours, tout est question de formation. Pour utiliser les plantes et les huiles essentielles, il faut être formé. Parce que, comme je dis moi toujours aux étudiants, il y a certains groupes de plantes ou d'huiles essentielles qui ont des effets secondaires non négligeables, notamment, je dis toujours, quand en plante, il y a des alcaloïdes, on va faire très attention. Les alcaloïdes sont très puissants, des molécules très puissantes, on en fait d'ailleurs des médicaments. Et après, en huile essentielle, il y a ces fameuses cétones. Et là aussi, elles sont neurotoxiques, c'est-à-dire qu'elles vont abîmer les neurones. Et donc là, on va faire très, très attention. Bien sûr. Avec aujourd'hui sur ce plateau le docteur Pascal Gély-Simbert, qui est là, docteur en pharmacie spécialisé en phytothérapie, aromathérapie, et qui publie aujourd'hui le livre de la médecine intégrative par les plantes, 6 piliers d'une bonne santé et 120 protocoles de soins aux éditions Jouvence. Alors, quelles sont les plantes qui sont amies de votre pilier numéro 1 ? Alors, le pilier numéro 1, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation. Voilà, donc là, du microbiote. Alors, le microbiote, avant de penser à le régénérer, on va penser surtout à ne pas le détruire. Je pense que c'est cette vision préventive qu'on n'a pas du tout en France et qu'il serait temps d'adopter, parce que quand même on dit que si on avait vraiment une vision dite préventive, une vraie, on éliminerait plus de 50% des maladies actuelles. Voilà. Donc c'est énorme. C'est que ton aliment ne nuise pas à ta santé. C'est ça. Alors après, il faut savoir ce qui est bon pour l'organisme. Oui, alors, quelque chose déjà de très simple, il faut aller vers des choses naturelles, justement, vers les fruits et les légumes, éviter l'alimentation très transformée, ça, vous l'avez dit et redit, là, oui. Vos invités. Non, mais à chaque fois, c'est la première émission qu'on fait, donc il faut toujours redire même les fondamentaux. Et ça, je crois que c'est très important. Voilà, l'alimentation transformée, il y a beaucoup de choses qui sont très néfastes pour l'organisme, et en plus, les industriels de l'agroalimentaire rajoutent certaines substances, dont du fructose de synthèse, et qui rendent addictif, et qui c'est très 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 mauvais, voilà. Et pourquoi on a de plus en plus d'obèses, on a de plus en plus de foie gras, notamment chez les jeunes, parce que on a ce problème-là. Quelles sont les plantes qui permettent de rééquilibrer le microbiote intestinal ? Alors, le microbiote, on a par exemple l'absinthe, qui est une très belle plante. On a en huile essentielle, on a
l'angélique, on a l'origan qui agit aussi en rééquilibrant le microbiote, et aussi, lui, il préserve la muqueuse intestinale. Donc, on en a beaucoup. Et en plus, ce qui est marrant à constater, et bon, pas étonnant, c'est que finalement, notre organisme est fait pour accueillir des molécules naturelles et pas de synthèse. Et ça, on le voit. Alors, il y a une étude, j'en ai beaucoup parlé, moi, des fabricants d'huile essentielle, pas des fabricants, mais des revendeurs d'huile essentielle. C'est que, par exemple, on se rend compte que l'estragol, qui est mis sur la sellette depuis un moment, on se rend compte que l'estragol de synthèse isolé est cancérigène et toxique pour le foie. Alors que quand il est dans l'huile essentielle, par exemple les huiles essentielles d'estragon et de basilic exotique, la toxicité est beaucoup moindre. Donc il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que notre organisme, il est fait... Elle est moindre, mais elle existe toujours quand même. Oui, mais beaucoup moindre, beaucoup moindre. Alors qu'en plus, moi je dis, avec les plantes et les huiles essentielles, il y a toujours une solution. Même quand on utilise des huiles essentielles qui sont dites toxiques, par exemple, qui contiennent des cétones. On ne va pas s'en priver parce que les cétones, elles sont mucolytiques, par exemple, elles vont être très, très intéressantes. Elles sont mucolytiques, c'est-à-dire qu'elles vont désagréger toutes les mucosités, notamment en cas de toux grasse, en cas de sinusite aussi. Donc, on ne va pas s'en passer. Elles sont très belles cicatrisantes. Mais on va en mettre moins et peut-être on va mettre sur un laps de temps moindre. Voilà. Donc, on a toujours une solution avec les plantes et les huiles essentielles. C'est ça, justement, tout leur intérêt et toute la beauté du végétal. Alors on arrive dans le mois du foie, deuxième pilier, février. Pareil, quelles sont les plantes et les huiles essentielles amies du foie? Alors on a deux grandes régénératrices du foie, qui sont le chardon-marie et le desmodium. Alors toujours essayer de prendre des plantes ou des huiles essentielles qui poussent près de chez nous dans la mesure du possible. Après on a l'artichaut qui va être cholagogue et cholérétique, le romarin aussi. On a voilà tout ce qui est, on pourrait dire, beaucoup de plantes amères sont quand même intéressantes pour le foie. Des fois très amères, puisque l'artichaut est très amer. Donc, voilà, on peut s'y habituer. Par exemple, les Chinois, pour eux, l'amertume, c'est quelque chose d'agréable. Donc, on peut s'habituer. Et le pissenlit aussi, la racine de pissenlit est bonne pour le foie. Donc, il y en a beaucoup. Les endives, le fenouil? Alors, le fenouil... Le fenouil, ce qui va être très diurétique, et le fenouil aussi, il faut se méfier, oestrogène-like. Donc, voilà. Alors, voilà, ça aussi, c'est ce qu'il faut voir en plante. Bon, on l'a aussi dans le médicament, c'est que une activité intéressante, par exemple l'activité oestrogène là va être intéressante pour les femmes ménopausées, pour les accompagner si elles ont des bouffées de chaleur, mais ça va être une contre-indication en cas de cancer hormonodépendant. Voilà, et ça, vraiment faire attention. Alors ça reste un principe de précaution qu'il faut respecter. Vous me dites ça parce que je vous ai demandé un protocole pour lutter contre les bouffées de chaleur. C'est une commande qu'on m'a faite. Donc vous avez un protocole pour lutter contre les bouffées de chaleur? On va avoir pour lutter contre... Alors ça, c'est vraiment... il faudra vraiment individualiser parce que chaque femme ressent des choses différentes. Alors là aussi, c'est cette période de la ménopause, donc qu'il faut gérer au mieux parce que pour les femmes, c'est vraiment un bouleversement, mais voilà, on le passe. Il faut vraiment rassurer, on le passe. Et on va à la fois donner des huiles essentielles ou des plantes qui vont avoir cette activité oestrogénique pour soutenir. Mais on va aussi aller sur le système nerveux pour justement aller sur le terrain, pour apaiser. Parce que la ménopause, il y a justement toutes ces hormones, ce taux hormonal qui va diminuer, qui va entraîner aussi des désagréments au niveau du système nerveux. Il y a l'anxiété qui vient, tout ça. Donc on va gérer vraiment dans son ensemble cette ménopause. Oui. Vous en sentez bien parce que vous ne nous avez rien donné comme truc. Et après, alors, toutes les plantes, voilà, à visée oestrogénique.
Moi, je conseille aussi la menthe poivrée en huile essentielle. La menthe poivrée qui est, on pourrait dire, très rafraîchissante. On le sent tout de suite. Alors là aussi, à utiliser avec modération, puisqu'elle contient de la menthone qui est une cétone. Donc vraiment à utiliser avec modération. Mais voilà, en mettre au niveau de la nuque, se masser avec de l'huile essentielle au niveau de la nuque, là juste dessous, pour diminuer les bouffées de chaleur. Alors, les huiles essentielles œstrogènes-like, comme la sauge clarée, on ne prendra pas là aussi de la sauge officinale parce qu'elle contient une cétone qui est la cétone la plus toxique, la thuyone, qu'on va retrouver dans l'absinthe. Qui n'a pas lu l'Assommoir de Zola, et donc c'est cette surconsommation d'absinthe et d'alcool qui a entraîné tous ces désagréments. Oui, qui a entraîné son interdiction d'ailleurs. Voilà, exactement. Bah oui. Et voilà, elle contient de la thuyone, comme cette cétone qu'on va retrouver dans l'huile essentielle de sauge officinale. Donc on ne prendra pas la sauge officinale, on va prendre la sauge clarée qui est oestrogène-like et qu'on peut mettre dans le pli du coude là, pour passer après directement dans le système systémique, le système circulatoire, et pour avoir une activité justement oestrogène-like pour remplacer ce taux d'oestrogène qui a tendance à diminuer. Bien. On a fait une sortie d'autoroute, c'était une commande. On va revenir sur ce mois de février, 21 jours pour avoir un foie neuf. Qu'est-ce qu'on fait donc au mois de février pour avoir un foie neuf ? Alors moi je conseille... alors il y a un petit peu deux approches. C'est qu'il y a une première approche où on va mettre que des plantes du foie. Alors moi je trouve que le foie, il faut c'est un organe qui est doux, qui est pas énervé, le pauvre, donc il peut pas dire stop, arrêtez. Donc il faut vraiment s'en occuper d'une façon douce. Et moi je conseille d'aller donc sur le foie, par exemple avec de l'artichaut ou du romarin, mais aussi d'aller sur les autres émonctoires, parce qu'une fois que finalement le foie aura dégagé, sera libéré, il faut que les autres émonctoires le soutiennent et fassent sortir tout ça hors de l'organisme. Donc moi je conseille la tisane des émonctoires pour justement aller sur différents émonctoires. Qu'est-ce qu'il y a dans la tisane des émonctoires ? Alors on peut par exemple, à chacun de se la faire, mais on pourra aller sur les poumons avec des bourgeons de pin, on pourra aller sur les reins avec une plante diurétique, vous avez la piloselle, vous avez l'ortie, vous en avez beaucoup de plantes diurétiques. On va aller sur... Il y a des fiches dans votre livre. Oui, voilà, il y a des fiches, donc tout est très clair. Il y a la bardane, qui est une très belle plante de la peau. Voilà, on va vraiment aller sur tous ces émonctoires. Et pour le foie, comme je vous l'ai dit, il y a l'artichaut. Mais alors là aussi, je mettrai un grand bémol, parce que je vais peut-être choquer les aromathérapeutes, c'est que pour le foie, je ne prendrai vraiment pas d'huile essentielle parce qu'elles sont trop puissantes. Comme je l'ai dit, on va être doux avec le foie. Et donc, je prendrai des plantes et pas des huiles essentielles qui sont vraiment trop puissantes. Les huiles essentielles pour le foie, là aussi, jamais les mettre de côté, dire on s'en servira jamais, parce qu'elles vont être très utiles. Par exemple, quand on prend des huiles essentielles à phénol, comme l'origan, la sarriette des montagnes, le thym à thymol ou le giroflier, qui elles sont hépatotoxiques à forte dose. Et donc, on va prendre des huiles essentielles pour le foie, comme le citron, le romarin à verbenone, la livèche, pour protéger le foie quand on prend des huiles essentielles à phénol. Donc, elles ont quand même leur intérêt. Le stress, qu'on a commencé à définir tout à l'heure, vous parlez dans votre livre de ce qu'on appelle les plantes adaptogènes. Shkoun, les plantes adaptogènes. Alors, les plantes adaptogènes, ça c'est... en France, on les a jamais étudiées. C'est ce qu'on appelle les plantes du stress, c'est ça ? Voilà, ce sont vraiment les plantes du stress. Elles ont été très étudiées en Asie, notamment par les Russes, parce que les Russes voulaient stimuler leurs athlètes pour les Jeux Olympiques. Voilà, c'est ça. Et donc, ils les ont beaucoup utilisés. Et après, c'est même parti dans l'armée russe pour stimuler les soldats. C'est dire leur importance. Et leur activité. Donc, il y a énormément de publications russes sur les plantes adaptogènes. Et d'ailleurs, on remarque qu'il y a très peu de plantes adaptogènes occidentales. Alors, il y en a une, la rhodiole, que l'on trouve... Alors, moi, je suis très fière parce qu'on va la retrouver dans le Mercantour, au-dessus de chez moi. Au-dessus de chez vous, oui. La rhodiole.
mais seulement qui est en danger. Alors c'est une plante adaptogène magnifique, mais c'est en danger. Et en plus, on voit que toutes ces plantes adaptogènes, la plupart d'entre elles, disons, on prend les racines. Donc quand on prend la racine d'une plante, on la détruit. Donc voilà, là aussi avec modération. Et elles sont tellement efficaces que des fois on prend ne serait-ce qu'une gélule et on a un effet. Alors là aussi, ça dépend vraiment des gens, c'est que pour certaines personnes, elles vont être actives assez rapidement, et pour d'autres, il faut voilà, je dis, il faut que le patient le soit patient. Elles vont agir des fois un peu plus sur le long terme. Et adaptogènes, pourquoi ? Adaptogènes parce qu'elles vont soutenir le corps. Elles vont, en période de stress, agir sur l'axe hypothalamus et jusqu'au surrénal. Et en règle générale, mais ce n'est pas tout le temps le cas, on peut en trouver, elles n'ont pas d'effet secondaire. Il existe des huiles essentielles adaptogènes ? Il existe des huiles essentielles adaptogènes qui sont l'essence de pin et l'essence de pin et d'épinette noire. Alors la tradition dit, mais ça, bon, c'est la tradition. Moi, j'aime beaucoup la tradition dans certains cas, parce que quand même, il faut réaliser que la phytothérapie s'appuie sur la tradition. Les autorités de santé européennes s'appuient aussi sur cette tradition. La tradition dit que l'huile essentielle de pin sylvestre serait plutôt pour les hommes et celle d'épinette davantage pour les femmes. Voilà. Mais c'est la tradition, je le dis. Voilà, chacun d'essayer. Je sais qu'en 2024, il n'y a plus de genre. Je sais. Non. Je sais. On m'a fait plusieurs fois la remarque. Donc c'est la tradition. C'est la tradition. Mais après, si ça fonctionne mieux chez les hommes que sur les femmes, il faut le dire aussi. Voilà, à essayer. C'est ce que je dis, à essayer. Bien, on pourrait faire une émission par chapitre de votre livre. Je rappelle que vous publiez « Montrez-le à la caméra », le livre de la médecine intégrative par les plantes, 6 piliers d'une bonne santé sans un protocole de soins aux éditions Jouvence. C'était un plaisir que de vous accueillir ce matin. Merci beaucoup, Philippe. Avec beaucoup de plaisir, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.